On va donc démarrer ce quatrième cours sur les nanomatériaux et la chimie mésoscopique d'une façon plus globale. Donc les prochains cours seront en particulier beaucoup plus centrés sur les aspects mésocristaux et chimie mésoscopique. Donc ce cours, en fait, c'est le quatrième, donc c'est le dernier qui concerne plus directement en fait les nanomatériaux. Donc ce cours, je l'ai intitulé Vers des nanomatériaux exotiques, nanoborures et nanophosphures métalliques. Pourquoi exotiques? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'une part, ce sont des sujets de recherche qui sont beaucoup plus neufs, au moins à l'échelle nanométrique. Quand vous regardez la bibliographie, vous vous apercevez qu'il y a un certain nombre de publications, mais qui sont assez récentes, en particulier lorsque l'on s'adresse à du nano de petite taille. Si on regarde d'une façon plus globale sur les 30 dernières années, 100 000 publications, alors là, je n'ai sélectionné que les travaux scientifiques qui concernent les nanoparticules à composantes minérales, donc où il y a un métal au moins, donc hors carbone, hors polymère et composés organiques, 100 000. Vous voyez à peu près les répartitions, les chalcogénures, le sujet, une partie du sujet qui va être traité tout à l'heure au niveau de la conférence, 6%, et phosphure plus borure, ça représente 2%. Donc ce sont des exotiques parce qu'il y a peu de travaux. Vous allez comprendre pourquoi il y a peu de travaux, parce que ce sont également des systèmes qui sont un peu difficiles au niveau de la chimie. Il faut vraiment se battre avec ces systèmes-là pour arriver à en faire des systèmes à l'échelle nanométrique intéressants. Alors au niveau donc naturel, phosphore et bore, phosphure et borure ne se trouvent pas en fait dans la croûte terrestre, simplement parce que lorsque vous regardez l'électronégativité de ces deux éléments, eh bien, elle est relativement faible. Ce sont des non-métaux, mais elle est relativement faible comparée, par exemple, aux oxydes, à l'azote, à l'oxygène ou au fluor. Et donc, ils ont à la fois la possibilité de se combiner avec des métaux, mais également avec des systèmes plus électronégatifs. Donc, au niveau donc, de la croûte terrestre, le bore et le phosphore se trouvent sous forme oxydée pour la plupart, soit sous forme de phosphate, soit sous forme de borate pour la plupart du temps. Alors, il y a évidemment quelques phosphures qui ont été répertoriées en fait, dans des météorites, donc venant d'une atmosphère externe. Et dans les travaux, lorsque vous lisez les travaux de la littérature, il y a certaines suppositions comme quoi dans le cœur en fait, terrestre, il y aurait encore des métaux, des systèmes sous forme de phosphure ou de borure, simplement parce que les conditions en fait, étaient beaucoup plus réductrices à une certaine époque et ça avait permis de stabiliser ces phases. Alors, au niveau de l'histoire, borure et phosphure, vous voyez, on parle beaucoup en fait en ce moment, au niveau de la politique de la diagonale franco-allemande. Bon, déjà, je dirais que dans les premiers travaux qui concernent les borures et phosphures, ce sont des travaux qui datent du 19e et du 18e siècle. Et à nouveau, ces travaux, en fait, précurseurs, ont été conduits à la fois par des Allemands, comme Gmelin, et également des Français comme Lassagne. En particulier, les borures ont été synthétisées, vous voyez, dans des gammes de température aux alentours de 1000 degrés, simplement en utilisant l'acide borique et des métaux, et des réactions de réduction, soit de carboréduction, qui sont plutôt polluantes, ou des réductions en présence d'hydrogène. Donc ce sont des travaux qui datent typiquement du 19e siècle. Du côté des phosphures, à nouveau, une diagonale de chimistes franco-allemands. Les premiers, en fait, au niveau des dates, ce sont les phosphures de zinc synthétisées par Marc Graf. Et il y a un travail qui est remarquable, qui a été fait par un Français, Bertrand Pelletier, qui avait en fait découvert à l'époque une vingtaine de phosphures métalliques, dont il avait donné les compositions. Et ces systèmes étaient, vous allez voir que ça va être important dans la suite de l'exposé, étaient faits en faisant réagir des copeaux de phosphore élémentaire P4 avec des métaux à l'état fondu. Alors typiquement, des métaux qui étaient de l'argent et du nickel. Vous voyez, à cette époque-là, on savait déjà contrôler au moins des températures pas loin de 1500 degrés. Mais ce qui est remarquable, et à chaque fois vous regardez des vieux travaux de chimie, c'est que ces gens-là n'avaient qu'une balance à l'époque. Et avec une balance, ils faisaient des choses absolument extraordinaires, trouvaient des nouveaux matériaux et des stoichiométries qui étaient loin d'être loufoques. Alors, en ce qui concerne maintenant les applications, je dirais, les plus connues des borures et des phosphures,
Donc du côté des phosphures, bon, il y a deux matériaux qui sont très connus, qui sont le phosphure de gallium et le phosphure d'indium. Bon, les diodes électroluminescence avec ce système basé sur semi-conducteurs à large gap, je dirais relativement large, et tout ce qui est quantum dot, donc des systèmes en fait, qui permettent, via en fait, la taille, donc le confinement quantique, d'avoir des systèmes avec des émetteurs à longueur d'onde régulable. Donc ça va faire sans doute partie beaucoup plus de l'exposé que va nous présenter le conférencier dans la seconde partie. Alors ces systèmes, au niveau de la structure, vous voyez, ce sont des phosphures avec des structures de type cubique, blinde ou diamant. Alors du côté donc des borures maintenant, je dirais qu'il y a deux propriétés qui sont bien connues des borures. Il y a l'aspect mécanique, l'intérêt en fait, d'avoir des borures pour augmenter en fait, les propriétés mécaniques. Et il y a une seconde propriété qui sont associées à la supraconductivité. Alors, en particulier, le borure MgB2 est un supraconducteur, vous voyez, avec une température de transition à 40 K, ce qui est suffisamment élevé pour permettre finalement de réaliser en fait des systèmes de refroidissement pour, par exemple, la RMN, l'imagerie par résonance magnétique en RMN, des systèmes qui sont, vous voyez, qui n'ont pas besoin d'un système de circulation de flux, de réfrigérant, de type hélium liquide, quelque chose qui est très coûteux. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est d'une part la découverte de la propriété intrinsèque de supraconductivité de MgB2. Et 10 ans après, il y avait déjà la commercialisation sous la forme de systèmes d'aimants pour la résonance magnétique nucléaire. Alors ce que vous voyez au niveau structural, c'est que ces borures sont composées, c'est une structure hexagonale dans le cas présent, mais vous voyez que en fait, ce sont des assemblages de métaux, mais dans lesquels finalement le bore s'auto-associe. Le non-métal crée finalement des réseaux. Et vous allez voir que ça va être une des particularités en fait, de ces systèmes à la fois à base de borure et de phosphure. Alors en ce qui concerne en fait, les propriétés chimiques, si on regarde très rapidement la table périodique et en particulier les électronégativités, on s'aperçoit que vous voyez ces deux éléments, bore et phosphore, sont dans la zone des non-métaux, mais avec des électronégativités qui sont très faibles, par rapport, je dirais, au standard, je dirais, azote, oxygène ou autre. Et donc, ils vont à la fois pouvoir se combiner, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec des systèmes qui sont beaucoup plus électronégatifs, mais également avec des métaux, et en fonction, je dirais, de l'électronégativité du métal, de l'engagement ou non d'orbital D dans le processus de la liaison chimique, ça va créer, en fait, toute une série de structures, une grande richesse structurale dans ces matériaux. Alors, si je résume, les liaisons entre le métal bore ou métal phosphore, dans l'ensemble, possèdent un caractère covalent marqué. Il y a des difficultés dans de nombreux cas à vraiment définir les états d'oxydation. Ça ressemble un peu à des alliages dans une certaine mesure. Les liaisons bore-bore et phosphore-phosphore sont plutôt covalentes et la tendance est à former des réseaux de non-métaux et en particulier dès que le rapport soit bore sur métal, soit phosphore sur métal augmente. Et on distingue des familles de matériaux pauvres ou riches en non-métal, en bore, avec des limites. Les limites dont je parle, ce sont les limites du passage d'un réseau d'atomes connectés de façon isolée à des réseaux de polymères de non-métaux sont à peu près aux alentours supérieurs à 0,5 pour les borures et de l'ordre de 2 pour les phosphures. Et donc, bien, toutes ces propriétés que j'essaye de tracer d'une façon, je dirais, très large, vont forcément dépendre de l'électronégativité du métal, du nombre d'électrons engagés. Et donc, cette tendance à la formation de réseaux de non-métaux est d'autant plus marquée pour les borures, beaucoup plus fortement marquée pour les borures que pour les phosphures. Alors maintenant, donc dans le reste de l'exposé, je vais vous présenter quelques exemples structuraux, tout d'abord, à la fois de borure et de phosphure, ensuite des exemples en fait, de chimie vers les nanomatériaux, à la fois donc d'abord de borure, puis de phosphure, et quelques propriétés. Alors déjà, ces
ces réseaux en fait, d'association à partir de non-métaux sont très rapidement pressentis lorsque l'on regarde les éléments natifs, enfin les éléments à l'état naturel. En particulier, une des formes allotropiques du phosphore, le phosphore blanc, vous voyez, c'est déjà un système qui est associé sous forme P4, mais ça reste un solide moléculaire. Lorsque l'on regarde du côté du bore, eh bien, ce sont déjà des solides très fortement covalents, où vous avez des enchaînements multiples bore-bore qui sont eux-mêmes connectés via d'autres types d'interactions. Donc l'aspect polymère du non-métal est beaucoup plus marqué du côté du borure que du côté du phosphure. Alors, quelques exemples du côté des borures. Tout d'abord, en gardant le même type de métal, hein, donc le nickel, un métal 3D, donc qui est relativement riche en électrons avec une électropositivité qui n'est pas trop élevée. Alors, à nouveau, pour des faibles taux de bore, ce que vous voyez, ce sont des systèmes je dirais isolés, avec des systèmes où il n'y a pas de liaison bore-bore, mais dès que vous augmentez la quantité de bore, c'est-à-dire dès que vous modifiez finalement les transferts électroniques entre le bore et le nickel, plus vous mettez de bore, vous voyez, vous avez des systèmes de réseaux qui sont connectés, ce qui est représenté en gris, c'est le bore, puis des réseaux qui commencent à prendre des formes plus ou moins ondulées, hein. Donc ce sont en général des systèmes qui représentent des plans graphitiques plus ou moins accidentés, je dirais, en fonction par exemple de la stoichiométrie. De la même façon, maintenant si je garde une même stoichiométrie, c'est-à-dire le rapport M sur bore égale 2, ou plutôt bore sur métal égale 2, eh bien, en fonction de l'électronégativité du métal et en fonction du nombre d'électrons disponibles dans les orbitales d, je vais passer de systèmes plans, des systèmes graphitiques, avec les matériaux qui ont des électropositivités assez fortes. Bon, les alcalinotéreux, les alcalins, l'yttrium, je crois que l'électronégativité est aux alentours de 1,2, le titane. Mais dès que je vais me déplacer en fait, dans le tableau périodique vers des matériaux qui sont un peu moins électropositifs, eh bien, je vais observer en fait, des structures qui vont commencer à se plisser, à former en fait, ces structures un petit peu en tôle ondulée, en accordéon. En particulier, le responsable en fait, du passage de structures planes à des structures ondulées, en fait, c'est la liaison chimique, bien entendu. Lorsque l'on va vers des métaux type rhénium-osmium, ceux-ci ont suffisamment d'électrons pour peupler des niveaux antiliants. Donc, en fait, ce transfert électronique, quelque part, en retour, c'est une certaine déstabilisation du système. Et la conséquence, la réponse structurale, c'est justement de former ces structures plissées pour modifier le nombre de voisins, donc pour modifier la coordinance de telle façon à compenser ces effets de baille-donation. Hein. Donc, à nouveau, là, ça c'était pour une même stoichiométrie. Et maintenant, si on fait varier avec un métal électropositif comme l'yttrium, maintenant, si on fait varier la quantité de bore inclus dans la structure, vous voyez, pour des petites quantités de bore, on a à nouveau les réseaux graphitiques parfaitement plans, et puis des réseaux qui deviennent de plus en plus complexes, des systèmes en couches hexagonales interconnectées, des octaèdres interconnectés, pour finir, pour des grandes quantités de bore, vous voyez, un rapport de 66 à des systèmes icosaédriques très fortement interconnectés. Je dirais dans ce dessin, on ne voit pratiquement plus que le bore, et donc c'est vraiment un réseau de polymères. Hein. Donc, du côté du phosphore et des phosphures, eh bien, on retrouve de façon très globale un peu les mêmes tendances, moins marquées, mais les mêmes tendances. Alors, à nouveau, des matériaux, des systèmes qui sont soit riches en phosphore, soit riches en métal, des systèmes pour lesquels la coordination du centre phosphore est isolée, avec des variations, vous voyez, des coordinances de 6 à 9. Bon, ça, c'est bien connu, c'est toute la chimie hypervalente, en fait, du phosphore. Mais dès que le taux, en fait, phosphore sur métal augmente, eh bien, à nouveau, le système génère, en fait, ces systèmes génèrent des structures en chaîne, des structures fortement covalentes et associées. Hein. Donc, cette tendance est quand même globalement moins marquée pour les phosphures que pour les borures, mais c'est quand même une tendance constante. En particulier, dès que ces systèmes sont associés à des éléments très électropositifs,
comme des alcalins, vous avez carrément en fait formation de réseaux de polyanions phosphore associés finalement à des centres cationiques. Alors deux exemples. Le premier concerne le passage en fait d'un système dans lequel le phosphore qui est en jaune, le nickel est en bleu, est isolé, avec une stoichiométrie, vous voyez, qui est TNI de P. Ce que vous voyez en jaune, c'est le phosphore. Là, on a connecté les différents phosphores, mais vous voyez, la distance est très longue, 3,4 angstroms. Ça veut dire que ces phosphores ne se voient pas. Hein. Par contre, lorsque vous augmentez le taux de phosphore, NiP2, une autre structure, et bien cette fois-ci, vous avez des distances qui sont beaucoup plus courtes, et dans ce cas-là, le phosphore crée vraiment un réseau de polymères phosphorés, vous voyez, des distances de l'ordre de 2,2 angstroms. Alors, je vous disais que dès que on utilise des éléments encore plus électronégatifs, là, il y a vraiment une ségrégation en deux réseaux, et ça, ce sont les exemples qui concernent les phosphure métalliques à base d'alcalins. Vous voyez, vous avez des polyanions P7 avec des structures différentes. Les enchaînements, bien entendu, vont dépendre de l'encombrement stérique en fait, du cation, de la taille du cation, mais globalement, vous avez des systèmes fortement polymériques de type MP7. Alors, en ce qui concerne maintenant les propriétés chimiques, donc je vais tout d'abord vous parler des borures et quels sont les précurseurs qui existent en fait dans la chimie des nanoborures. Alors, il y en a un certain nombre. En voici quelques exemples. Donc, tout d'abord, le bore en tant qu'élément peut être utilisé pour faire des borures, en particulier avec des systèmes très électropositifs comme le magnésium, mais également des borohydrures. Vous avez très souvent besoin dans cette chimie-là d'une source de réduction, en partant, vous voyez, de sel de titane ou autre, pour former des borures. Regardez les températures, c'est quand même assez intéressant. 900 degrés, 500, 600 degrés. Également, on peut utiliser du bore sous forme oxydée, mais en présence de réducteurs, dans ce cas-là, ce sont les sucres qui sont utilisés comme agents de réducteur. À nouveau, vous voyez, ce sont des températures élevées, et ainsi de suite, je dirais, ou bien des halogénures de bore ou des boranes. Alors, il y a deux points qui me semblent importants de souligner. D'une part, c'est que cette chimie-là, c'est une chimie où le bore n'est pas d'une grande réactivité, donc très souvent, on est amené à utiliser des températures relativement élevées. Il y a un aspect qui est intéressant également, c'est que, en fait, les premières étapes des réactions, je dirais, de réaction des borures sont très souvent très fortement exothermiques. Et donc, finalement, la température peut être enclenchée, la réaction peut être enclenchée à des températures que je dirais raisonnables de quelques centaines de degrés, mais il y a une telle exothermicité de la réaction qu'on se retrouve très facilement à avoir des bains réactionnels qui travaillent à des températures de l'ordre entre 900 et 1000 degrés. Alors ça, c'est un diagramme qui a été fait par David Porteau qui résume très bien la situation sur les aspects de synthèse des nanoborures métalliques. Évidemment, je ne peux pas le commenter dans le détail en si peu de temps. Ce que je voudrais simplement vous faire remarquer, c'est deux choses. Donc la première, c'est qu'il y a énormément de synthèses de borures qui utilisent, vous voyez, c'est ce que je vous disais, de très fortes températures, une certaine difficulté quand même pour faire du petit borure. Ça, c'est vraiment un challenge important. Les aspects mécanosynthèse, vous voyez, sont intéressants à développer, même si ça donne des systèmes polydisperses. Et à nouveau, la mécanosynthèse permet de générer une première réaction chimique. Mais vous voyez, elle est à des températures de l'ordre de l'ambiance, mais en fait, la température réelle de ce genre de procédé, elle va bien au-delà, puisque les réactions sont fortement exothermiques. Un second point que je voudrais souligner sur ce transparent, ce sont l'utilisation de procédés en phase solide, qu'on appelle SRAPET. En particulier, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits dans les études en utilisant l'assistance du magnésium et de l'iode et l'utilisation soit d'un système très très électropositif, soit d'un système de type catalyse à l'iode sont en fait des voies en fait, et des verrous qui doivent permettre de faire sauter certaines des difficultés de cette chimie. Alors, parmi les exemples que je vais commenter très rapidement, j'en ai choisi trois. Selon deux critères. D'une part, des systèmes à partir desquels on peut soit faire des nanos relativement petits, c'est-à-dire entre quelques nanomètres et 50 nanomètres. Vous voyez, j'ai mis quand même malgré tout la barre assez haut.
hein. Donc ce sont des systèmes à base donc, de synthèse vraiment en chimie colloïdale, donc qui donnent en général des matériaux amorphes. Je vais vous montrer quelques exemples, l'intérêt et les difficultés de ces systèmes. Également, je vais choisir un second exemple qui va tourner autour de la CVD, donc à nouveau dans un régime de température relativement élevé, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans cette chimie-là, ce sont les procédés CVD qui permettent de construire les structures anisotropes pour donner des directionnalités aux propriétés. Donc ce sont vraiment les méthodes qui sont vraiment les mieux calibrées pour faire des matériaux anisotropes sous forme de tiges ou de fibres. Et je finirai par la synthèse colloïdale en sel fondu, qui est une des rares synthèses qui permettent à la fois, donc ça c'est le travail qu'a développé David Porteau, de synthétiser du tout petit, du quelques nanomètres au niveau des borures, stable et cristallin. Voilà, donc au niveau donc, des systèmes amorphes, synthétisés par des méthodes qu'on peut appeler des méthodes de chimie douce. Alors, on va utiliser des précurseurs et des agents de réduction. Vous voyez des températures qui tournent autour de la température ambiante, donc des conditions douces. L'avantage de ces systèmes-là, le premier avantage, c'est le suivant. C'est qu'on va pouvoir utiliser toute la malléabilité de la chimie douce. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des milieux en présence de tensioactifs, de telle façon à changer les textures et les structures. Donc ça, c'est le premier avantage de ces systèmes-là, et donc de créer des systèmes avec de la surface. Le désavantage est le suivant, c'est qu'on travaille à des températures qui sont basses et donc les matériaux vont être amorphes. Et très souvent dans la littérature, quand on lit les premières publis sur ces matériaux-là, ils étaient plutôt décrits comme des matériaux, comme des verres en fait, des fossures métalliques qui avaient un peu des comportements. Au niveau de la structure, ils étaient plutôt imaginés, je dirais, comme des verres. Depuis les années 2010, vous voyez, c'est assez récent, grâce aux techniques de caractérisation, eh bien finalement ces matériaux sont plutôt des nanocomposites. Des nanocomposites constitués en fait de nanoparticules métalliques et de bores amorphes, avec des couches qui peuvent être soit du bore sous forme oxydée, soit du bore sous forme hydrure, en fonction, je dirais, des conditions chimiques, exposition à l'air ou conditions parfaitement propres, anhydre ou en présence d'oxygène. Donc matériaux qui présentent ces avantages-là de texturation, ça c'est très clair, les difficultés de caractérisation et des tas de propriétés intéressantes, mais il faut quand même, dans ces matériaux-là, trouver un contrôle qualité qui soit correct, puisqu'on n'a plus de cristallisation. Donc ça demande quand même un effort sur les caractérisations. Et donc ce sont des nanocomposites intéressants, en particulier pour la catalyse, les batteries, hein, donc c'est ce que je venais vous dire, synthèse à basse température, et donc, mais la difficulté de caractérisation structurale en font des systèmes qui sont particulièrement délicats. Alors, juste un exemple, donc on peut, en utilisant les méthodes sol-gel, faire des systèmes colloïdaux et donc les déposer sur des substrats pour la catalyse. Ce que vous voyez ici, ce sont des mousses de nickel sur lesquelles ont été déposées en fait des borures à base de cobalt-nickel, vous voyez, donc des dépôts relativement homogènes. Ça, c'est les intérêts en fait de la chimie colloïdale qui restent amorphes mais qui sont d'excellents catalyseurs, par exemple pour la génération d'hydrogène par hydrolyse des hydrures en milieu basique. Donc ça, c'était un des exemples. Les deux autres exemples, je les ai choisis dans le monde, je dirais, des nanocristaux de type borure, et j'ai pris un peu les deux extrêmes. Les méthodes CVD représentent 60% des publications. Les méthodes, je dirais, nouvellement développées au laboratoire représentent quelques pourcents, 1%, 2%. Donc c'est un petit peu les deux exemples que je vais choisir. Celles-ci permettent d'obtenir, vous allez le voir, des systèmes plutôt anisotropes et en fibre. Et là, ça permet un très bon contrôle des objets à une véritable taille nanométrique. Alors, si je fais un petit peu le bilan en fait, entre les aspects positifs et négatifs des différents types, des deux types de synthèses que j'ai sélectionnés, CVD, 60%, avec des nanostructures qui sont monodimensionnelles, très intéressantes, un très bon contrôle du rapport d'aspect, et c'est adapté à de nombreux métaux, des terres rares bien entendu, mais également d'autres types de métaux. Il y a malgré tout un contrôle morphologique qui est limité, puisqu'on reste toujours sur la forme de tige ou de baguette. Hein. Il y a des aspects un peu plus délicats, c'est qu'on a des réactifs gazeux qui sont toxiques, et il faut quand même un dispositif de synthèse qui soit un petit peu plus complexe que le bécher traditionnel qui enthousiasme en général le chimiste.
Du côté donc des phases liquides sous pression atmosphérique, donc très peu de travaux. Alors ça, c'est le grand avantage, c'est que ça permet de régler des très petites tailles, vous voyez. C'est adapté pratiquement à tous les types de métaux, petite taille, contrôle des tailles, procédé simple et à relative basse température. Et évidemment, bon, il y a je dirais des inconvénients qui sont en particulier des impuretés qui peuvent être possiblement ajoutées au moment de la synthèse, en particulier à des compositions du solvant et la présence ou non en fait, de certaines parties qui seraient sous forme de bore amorphe. Alors, la CVD, donc très rapidement, vous voyez, on utilise des fours à plusieurs zones de chauffage, un gaz transporteur qui transporte une source gazeuse de bore, un borane par exemple, une source de métal qui à cette température-là, donc 700 degrés typiquement, est volatile. Il y a le gaz transporteur qui emmène les deux, la source de bore et la source de métal sur un catalyseur métallique, à une autre température, et c'est à cet endroit-là, donc sur le catalyseur, que nuclée finalement la réaction de formation du borure métallique et la formation de tiges. Donc en particulier, vous avez une première réaction qui est la combinaison en fait des deux précurseurs, et ensuite une deuxième réaction qui est plutôt qui concerne plutôt l'étape de nucléation et de croissance. Alors dans le détail, ça c'est un superbe transparent qu'a fait David. Dans le détail, eh bien, vous voyez, vous avez une solubilisation des deux sources métal et bore qui viennent interagir en fait avec le catalyseur métallique pour former une composition ternaire eutectique entre le catalyseur, le métal et le bore qui devient liquide. Et ensuite, vous avez une nucléation, puisque vous atteignez une sursaturation en fait en phase borure, pour former en fait des dépôts séquentiels de cette eutectique. Pour obtenir en fait une croissance qui est forcément dirigée puisqu'elle démarre en fait sur une nanoparticule de catalyseur. Donc ça, c'est une façon de faire. Alors le résultat, le voilà, vous voyez, ce sont des systèmes, ce sont des borures à base de terre rare, très très intéressants, en forme de fibres. Là, l'échelle, vous voyez, ce sont des fibres qui ont des longueurs de l'ordre de quelques microns. Par contre, au niveau de la largeur en fait, des sections en fait, des tiges correspondantes, on est dans le domaine nanométrique, 30 à 50 nanomètres. Donc on a une excellente également cristallinité, bien entendu, puisque ces synthèses-là se font à des températures entre, je dirais, 700 et 1200-1300 degrés. Alors, le deuxième exemple, qui est l'exemple du 1% des publications de la littérature, eh bien dans ce cas-là, on va mélanger en fait des sels métalliques et une source de bore, à la fois une source de bore, mais une source également qui puisse générer un processus de réduction, en présence d'un sel fondu. L'ensemble est broyé puis fondu, vous voyez, les températures au-dessus de 300 degrés. Et donc c'est dans cette phase liquide qu'a lieu la réaction. Donc en fonction du temps, on obtient des nanocristaux de borure métallique dans un sel. Bon, le sel peut être facilement éliminé par lavage et on obtient en fait des poudres qui correspondent finalement à ces nanocristaux. Alors, voilà en fait quelques exemples du travail qui a été réalisé par David Porteau. Donc, vous voyez des systèmes avec des compositions très variables. Cette stratégie est ouverte a priori à pratiquement tout le tableau périodique, évidemment avec des difficultés qui vont dépendre des éléments. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les nanocristaux formés sont vraiment dans la taille nanométrique. Ce sont des tout petits objets de l'ordre de quelques nanomètres en taille, mais également cristallisés. Et vous savez qu'à cette taille-là, la plupart des borures qui avaient été synthétisées à des toutes petites tailles, en général, étaient fortement pyrophoriques. Alors le secret un peu et la difficulté de la préparation, c'est que vous voyez, ces systèmes de nanocristaux, là c'est un exemple sur les borures de niobium, ce sont des systèmes cœur-couronne où le nanocristal de borure est entouré d'une couche amorphe bore-oxygène qui en fait sert de couche de protection. Alors c'est très intéressant d'avoir une couche amorphe, d'une part parce que c'est protégé, parce que le bore également c'est très facilement fonctionnalisable pour créer par exemple des matériaux hybrides et avoir des systèmes qui sont dispersés. C'est sans doute cette couche qui protège en fait le système des aspects pyrophoriques, mais ça on n'est pas encore sûr. Par contre, on souhaiterait utiliser ces cristaux pour bien des tas d'autres réactions, de la catalyse ou autre, et donc il faut vaincre en fait cette barrière, enlever cette barrière, et donc il y a tout un sujet qui est en cours de développement actuellement au laboratoire, donc c'est la thèse de Guillaume Gouget,
sous la direction de David Porteau, où on va essayer donc de s'attacher au mieux à vaincre en fait cette barrière et de créer simultanément à la fois des matériaux intéressants pour la catalyse ou d'autres types de propriétés et également des nouveaux systèmes à base d'autres centres métalliques. Alors si on passe maintenant au phosphure, alors au niveau des propriétés des borures, eh bien, ce qu'on attend, bon, il y a des tas de propriétés, je vous ai dit catalyse, des propriétés électriques, des propriétés thermoélectriques, des propriétés supraconductrices qui n'ont pas été vraiment étudiées à l'échelle nanométrique, quelques nanomètres, parce que tout simplement les matériaux n'existaient pas. Donc vous voyez, ça ouvre en fait des perspectives d'études de propriétés physiques qui sont assez conséquentes. Alors du côté des phosphures, eh bien, bon, à nouveau, vous avez les méthodes, je dirais, plutôt chaudes, plutôt thermiques, les méthodes plus physiques, et des méthodes chimiques. Donc au niveau des méthodes physiques, à nouveau, je vais vous montrer des méthodes basées sur des dépôts vapeur liquide solide, hein, du type CVD, parce qu'à nouveau, ces méthodes-là permettent de générer des structures anisotropes dans ces systèmes à base de phosphure. Ce que vous voyez ici, ce sont des réactions, par exemple, d'un alkyle, du méthylindium avec une phosphine à des températures de l'ordre de 400 degrés pour former ces structures, ces super réseaux Maclay. À nouveau, bon, vous avez également besoin d'un catalyseur. Dans ce cas-là, c'est l'or, et très souvent, c'est un métal noble. Ici, ce que vous voyez, ce sont des tiges, en fait, vous voyez, avec des formes particulièrement intéressantes en escalier, des tiges de phosphure de zinc qui sont faites également à des températures relativement élevées, de l'ordre de 1400 degrés, via des méthodes de déposition qui passent à la fois par des vapeurs, puis gouttes de liquide, puis transformation en solide. Alors si je regarde maintenant les méthodes chimiques, donc des méthodes qui vont se réaliser à des températures, vous voyez, de l'ordre inférieur à 350 degrés, donc on a, vous allez le voir, un très grand choix de précurseurs, hein, et on travaille à des températures plus modérées. Alors, un point qui me semble important de signaler, c'est que dans ces méthodes-là, bien qu'on en trouve quelques-unes dans la littérature, il faut absolument éviter ce type de précurseur qui est très, très fortement toxique. Alors, au niveau donc, des différents modes, des différentes familles de précurseurs qui sont utilisés pour la synthèse de nanophosphure métallique, eh bien, à nouveau, bon, ce travail, enfin, ce découpage a été fait par Sophie Karenko. Vous voyez que la taille finalement de ces domaines correspond en gros au nombre de publications qui ont été réalisées en utilisant ce type de précurseur. Alors, de loin, le plus important, ce sont des systèmes qui utilisent comme source de phosphore une alkylphosphide, la top en général. Donc, c'est une méthode qui est flexible, dont la réactivité se fait simplement à température élevée. Et en général, la source de phosphore est employée en excès, ce qui veut dire qu'on a un peu de mal à régler la stoichiométrie de la réaction. Les méthodes les moins utilisées sont des méthodes où les précurseurs, ce sont typiquement des chlorures du type PCl3 ou autres. Et donc ce sont des méthodes qui sont intéressantes au niveau réactivité, mais par contre, au niveau de la pureté des systèmes, elles présentent quelques difficultés. En particulier, on a tendance à former très souvent des sous-produits. Et donc, bon, ce sont des méthodes qui sont quand même moins usitées dans la littérature. Ensuite, une autre méthode qui peut être utilisée, c'est l'utilisation, vous voyez, de précurseurs de phosphore du TP SiB3 3 fois, ou des précurseurs tout en noir, qui ont, eux, des réactivités beaucoup plus fortes déjà à basse température. La seule chose, c'est que certains, comme celui-ci, peut générer, en fait, à nouveau des phosphanes qui sont toxiques, et les précurseurs tout en un, en général, ce sont des systèmes dont il faut vraiment réaliser la synthèse, et donc il peut y avoir des approvisionnements qui sont plus délicats. Alors, la quatrième façon d'aller vers une chimie des nanophosphures, c'est simplement d'utiliser le phosphore élémentaire, rouge ou blanc. Donc ça, l'avantage, c'est que ce sont des précurseurs bon marché, en particulier que le phosphore blanc est très réactif et réagit pratiquement dès la température ambiante, et que la stoichiométrie de la réaction peut être parfaitement contrôlée, puisqu'on connaît exactement la quantité de phosphore que l'on introduit dans le mélange réactionnel. Alors, au niveau donc, des précurseurs de type PSiMe3, deux exemples. La formation d'un phosphure, vous voyez déjà, avec des systèmes réactifs, on descend les températures à l'ordre de 180 degrés en utilisant un sel d'indium et ce précurseur pour obtenir de l'INP. Alors maintenant, si
On utilise des précurseurs qui ont en fait une coordination insaturée, comme le cadmium. À ce moment-là, dès la température un petit peu légèrement au-dessus de l'ambiante, on a des réactions de phosphoration pour conduire par exemple à ce phosphure de cadmium, vous voyez, qui est bien cristallisé, tout petit, 2 nanomètres. Ça, c'est un travail qui a été fait par Bruno Chaudret, qui était, je vous le rappelle, le premier conférencier de cette série de cours. Alors, la difficulté, j'insiste, donc c'est des sources qui sont réactives, ça c'est intéressant, mais ce sont des voies coûteuses et en général qui sont plutôt propices à des réactions, je dirais, au niveau de petites quantités à une petite échelle. Alors, les précurseurs tout en un, c'est-à-dire c'est un précurseur dans lequel je vais avoir à la fois la source du métal et la source de phosphore. Donc, évidemment, il faut en réaliser la synthèse. Mais vous voyez, ce n'est pas pour ça que l'on épargne finalement des températures de formation en fait, des nanocristaux trop basses. On est à nouveau dans des températures de l'ordre de 330 degrés avec ce précurseur pour former le phosphure de nickel Ni2P. Par contre, lorsqu'on utilise des superhydrures avec le précurseur d'indium, à ce moment-là, on peut atteindre des cristallisations à des températures beaucoup plus basses, hein, typiquement 250 degrés pour ce précurseur d'indium. Dans toute cette chimie du phosphore et du bore, il y a toujours un compromis à trouver entre l'étape donc, de réactivité intrinsèque de la formation du borure ou du phosphore et également l'étape qui permet de réduire finalement, de passer par un état réduit du métal. Alors la top, donc les alkylphosphines qui sont les systèmes les plus utilisés dans la littérature, voyez, donc des températures de réaction, parce que fournir de l'énergie pour casser la liaison phosphore-carbone, ça demande finalement de l'énergie, donc typiquement des températures au-dessus de 300 degrés dans la plupart des exemples. Dans ces deux exemples, on utilise un sel soit de cuivre, soit de cobalt, en présence d'une source de phosphore. Et également, en général, ces synthèses-là sont associées à la présence d'une amine qui, en fait, sert d'agent de réduction. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Très souvent, on a besoin de générer, finalement, également, en même temps, la réduction des centres métalliques. Donc ça, ce sont deux exemples. En partant, vous voyez également de précurseurs, en fait, avec les mêmes stratégies, en partant de précurseurs dans lesquels l'état d'oxydation du métal correspond au métal zéro, vous voyez également, ça permet d'élaborer, à nouveau par décomposition de triactylphosphine, des systèmes à base de phosphure de fer sous forme de nanophiles ou des systèmes à base de phosphure de manganèse sous forme de petites baguettes avec des rapports d'anisotropie qui ne sont pas très très fortement élevés. Alors pour terminer cette série d'exemples avec, je dirais, les précurseurs les plus utilisés, on voit que l'utilisation des triactylphosphines peut être également combinée, non seulement avec des précurseurs organométalliques dans lesquels le métal a un état d'oxydation, je dirais, zéro, mais également avec des systèmes de nanoparticules. Donc on peut faire réagir directement des nanoparticules avec cette source de phosphore pour former, vous voyez, soit par exemple des phosphures de fer, dans ce cas-là. Ici, des phosphures de rhodium avec des formes, je dirais, un petit peu plus exotiques, un petit peu plus intéressantes. Hein, par rapport à tous les cours que je vous ai montrés précédemment, vous voyez qu'on peut atteindre des formes un petit peu particulières. Et ici, tout simplement, des sphères creuses, en fait, de Ni2P, hein, en utilisant finalement des nanoparticules métalliques. Alors, cette synthèse, je vous ai dit qu'il est très difficile de régler finalement la stoichiométrie en phosphore, mais malgré tout, j'aime bien montrer un exemple qui contredise, je dirais, la loi générale. Cet exemple montre la synthèse de particules de type Janus, donc dissymétrique, cuivre métallique, phosphure de cuivre. Alors pour obtenir, vous voyez, des systèmes de ce type, où vous avez des particules qui sont dissymétriques, donc de type Janus. Alors la synthèse, vous voyez, la finesse de la synthèse, c'est-à-dire que vous utilisez un sel de cuivre en présence d'un agent de réducteur type octylamine, une source de phosphore, et si vous utilisez un excès en fait, de source de phosphore, vous allez directement aller former ce genre de matériaux. À partir du moment où vous contrôlez la stoichiométrie, c'est-à-dire que vous mettez un rapport source de phosphore cuivre plus faible, à ce moment-là, au lieu d'aller directement au phosphore,
vous passez par des états intermédiaires de type cuivre métallique, nano-cuivre métallique. Et à ce moment-là, en fait, le cuivre, qui est CFC, expose principalement deux types de faces, dont l'une, la 1,00, est plus fortement inhibée que la face 1,11, simplement pour des raisons, je dirais, d'affinité des ligands présents dans le milieu réactionné vis-à-vis en fait, de la densité d'atomes qui sont sur ces faces. Et c'est à partir de là que, de défauts sur ces faces 1,1, que se créent en fait, des sites de nucléation. Et la face 1,1 a le très bon goût de pouvoir développer une réaction d'épitaxie avec un misfit très faible de l'ordre du 1%, avec les phases 3,00 de CU3P. Et c'est ce qui vous permet, lorsque vous contrôlez à la fois la stoichiométrie et le temps de réaction, d'obtenir justement un état intermédiaire dans lequel vous nucléez en fait, ces phases de type Janus. Alors, là, je voudrais revenir aux sources parce que finalement, utiliser les éléments phosphore à l'état, je dirais, élémentaire, ça présente un grand nombre d'avantages. Ça, ce sont des travaux qui, en partie, ont été développés au sein du laboratoire. Vous pouvez utiliser soit le phosphore rouge, qui est stable à l'air, mais vous voyez, c'est un phosphore qui est polymérique. Donc, ça veut dire que c'est un système qui va être pas trop réactif, donc il va falloir le chauffer. Évidemment, on peut contrôler la réaction de la stoichiométrie puisqu'on connaît la quantité de phosphore, mais par contre, vu qu'on va être amené à apporter beaucoup plus d'énergie au système, on va avoir des contrôles morphologiques qui vont être beaucoup plus difficiles. Alors, il y a une autre façon de faire, et ça, c'est le travail qu'a développé Sophie Karenko. Donc ça, c'est un travail en collaboration avec Nicolas Mézaille de l'École Polytechnique, en utilisant le phosphore blanc, qui est une source, vous voyez, de phosphore dont c'est un solide moléculaire constitué d'entités P4, qui est très fortement réactif. Et donc, la réaction de ce phosphore blanc, vous voyez, dès la température en blanc, dans un milieu non aqueux, bien entendu, avec un précurseur organométallique du nickel 0, permet de conduire à la formation par exemple, de phosphure. Donc, dans le cas présent, c'est un phosphure du nickel parfaitement cristallisé. Alors, bon, évidemment, ça, c'est très intéressant. On travaille à pas trop de température, on obtient des systèmes cristallisés, on contrôle également la stoichiométrie. Seul point un peu difficile, c'est qu'à chaque fois, pour chaque métaux, il va falloir créer ou synthétiser en fait des métaux, des systèmes organométalliques dans lesquels le métal est à l'état d'oxydation 0. Alors justement, Sophie Karenko a trouvé finalement un mode de synthèse qui était, lui, parfaitement très original, en partant de nanoparticules métalliques, à peu près n'importe quel type de nanoparticules métalliques, puisque l'échelle nanométrique présente des réactivités importantes et qu'on a un précurseur de type P4 qui lui-même est réactif, eh bien, dans des conditions relativement douces, ça permet de faire une réaction stoichiométrique et une réaction relativement propre dans lesquelles on ne va pas avoir de sous-produits. Alors ça a été fait pour de nombreux systèmes, donc c'est une voie très flexible. Alors l'intérêt de cette voie-là, indépendamment qu'on peut imaginer d'avoir des tas de sources de métaux à l'échelle nanométrique, c'est que c'est une mode de synthèse, vous voyez, qui est relativement simple. On part donc d'une solution dans le toluène, on dissout le phosphore P4 dans une solution de toluène, en présence ensuite des nanoparticules métalliques qui sont protégées par des ligands. La réaction d'insertion du phosphore très réactif, même sur une nanoparticule, se fait à des températures, vous voyez, entre 25 et une centaine de degrés. Et ensuite, l'énergie qu'il faut fournir, très généralement, c'est une énergie qu'il faut fournir au niveau... J'ai un input en température qui permet finalement la cristallisation du nanophosphure. Alors ça peut être fait, vous voyez, à partir de tas de différentes nanoparticules métalliques. Et aujourd'hui, les chimistes, je dirais, ne sont pas handicapés ni limités dans les méthodes de synthèse de nanoparticules métalliques. Ça, c'est un exemple sur l'indium qui est transformé, vous voyez, en 1 heure à 180 degrés en nanocristaux d'INP, en conservant en fait les tailles. Alors ça, c'est très important, c'est que la distribution de taille n'est pas modifiée par ce mécanisme de réaction avec P4. Et ça peut être évidemment étendu à des tas d'autres systèmes, des tas d'autres métaux de transition qui ont forcément les uns et les autres des particularités chimiques que je ne discuterai pas aujourd'hui. Par exemple, dans le cadre du fer, pour une stoichiométrie parfaitement ajustée, F sur P égale 1,
Vous avez une réaction d'insertion du phosphore dans le fer qui se fait à 180 degrés. Vous passez par un état amorphe intermédiaire, une nanoparticule sans changer la taille du système, et ensuite fournir un tout petit peu plus d'énergie pour pouvoir cristalliser le système. Et là, dans le cas du couple fer-phosphore, ce que vous avez, c'est une diffusion finalement du fer qui est plus rapide, et donc ce que vous vous retrouvez avec une particule creuse, un cœur couronne avec un centre creux et un phosphure de fer sur l'extérieur. C'est typiquement ce que j'ai discuté plusieurs fois dans les leçons précédentes, c'est ce qu'on appelle l'effet Kirkendall à l'échelle nanométrique. Alors ça donne quoi? Voici à 180 degrés, vous avez des particules amorphes, hein, c'est cet état FeP intermédiaire, et à 250 degrés, vous avez justement la formation, vous voyez, de ces particules corps-couronne qui sont relativement bien calibrées. Alors, la stoichiométrie du phosphore blanc est ajustable, et je vais vous montrer un exemple qui est assez intéressant. Si vous travaillez sur les systèmes à base de nickel, la réaction stoichiométrique 1/8 de P4 plus Ni, 220 degrés, c'est dans le cadre des exemples que je traitais précédemment, ça donne des particules de Ni2P parfaitement cristallisées, parfaitement calibrées. On ne change pas la taille, en fait, de l'étape précurseur à l'étape phosphore. Et vous voyez que la qualité, finalement, des nanocristaux qui sont formés est excellente. Vous avez des très très beaux monocristaux. Hein. Par contre, lorsque vous commencez à jouer sur la stoichiométrie, dans le cas du nickel, ce que vous observez, c'est la chose suivante. C'est-à-dire, lorsque vous diminuez la quantité de nickel, eh bien, au lieu de former d'autres phases de phosphure du nickel qui seraient attendues, vous formez des systèmes cœur-couronne dans lesquels vous avez au centre une particule de type Ni2P parfaitement cristallisée et une couronne en fait, de nickel métallique qui se trouve autour en fait, de cette nanoparticule. Et donc ça se voit bien par microscopie électronique en transmission. Et le taux de conversion de la réaction est très facile à suivre, par exemple, simplement en étudiant les propriétés magnétiques, puisque vous avez un système qui est fortement magnétique, qui est le nickel métallique. Alors bon, on peut forcément varier la stoichiométrie et la taille en fait, du cœur couronne. Et je vais vous montrer tout à l'heure l'intérêt finalement de ces systèmes à base de phosphure. Alors, ces phosphures synthétisées par des méthodes de type chimie douce, présente une grande variété de morphologie. Donc c'est vraiment une chimie où on commence à vraiment jouer sur les aspects composition chimique autour d'une nanoparticule. Alors, vous voyez, tout ça, ce sont des exemples qui ont été faits en faisant varier, par exemple, les conditions de température, la source de précurseur, mais la source de phosphore est toujours la même, soit des systèmes cœur creux, coquille, avec cette composition-là, soit cœur de nickel, coquille de Ni2P, cœur creux, vous voyez toute une série de systèmes de ce type. Par contre, c'est l'exemple que je viens de vous montrer précédemment, lorsque vous travaillez avec une autre source qui est beaucoup plus réactive du type P4, à ce moment-là, sur le système nickel, vous obtenez de façon systématique finalement ces cœurs coquilles, Ni2P au centre, nickel métallique autour. Et donc ces différences sont essentiellement dues à plusieurs choses. D'une part, c'est que le réglage de la stoichiométrie se fait plus difficilement malgré tout en présence de phosphine comme source de phosphore. Le second point, c'est que la réactivité en fait, de la phosphine comme source de phosphore est moindre, bien moins marquée que celle du P4 comme source de phosphore, et que finalement les systèmes sont contrôlés soit par un processus de diffusion, cristallisation ou cristallisation-diffusion qui est plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Donc c'est une chimie qui commence à s'ouvrir. D'ailleurs, regardez simplement la date des travaux. Vous voyez que tout ça, ce sont des travaux très très récents, du 2009 pour la plupart. Alors au niveau des propriétés des nanophosphures métalliques, les propriétés attendues qui ont déjà été explorées, bon, il y a des propriétés semi-conductrices, un grand nombre de propriétés magnétiques. Certains systèmes sont particulièrement intéressants pour leurs propriétés électrochimiques, en particulier comme anode pour les batteries, supraconducteurs, semi-conducteurs ou autres. Alors l'intérêt de faire ces matériaux à l'échelle nanométrique de façon contrôlée, eh bien, c'est à nouveau l'intérêt d'avoir des grandes surfaces associées à l'état colloïdal, d'avoir des réactivités qui sont modulables, ou également un intérêt de mise en forme. Alors bien entendu, ces systèmes, je reviens sur l'exemple des quantum dots, ça c'est un exemple qui a été très, très fortement développé, mais je pense qu'il y a toute une zoologie, toute une série de propriétés vraiment qu'il faut expérimenter
exploiter à l'échelle nanométrique et que grâce aux travaux relativement récents, je dirais ces 5 dernières années, ces travaux ont permis d'ouvrir une porte finalement vers ce monde des nanophosphures et des nanoborures métalliques. Alors du côté des nanophosphures, qu'est-ce qu'on attend comme propriété? Bon, des propriétés hyperthermiques à partir du moment où on a des systèmes magnétiques, quoique il faudra encore prouver qu'on n'a aucun problème sur la biocompatibilité. Des propriétés optiques, bien entendu, mais ça c'est déjà développé. Les deux points, à mon avis, peut-être les plus intéressants qui vont permettre de faire émerger des matériaux avec des propriétés plus intéressantes dans le futur concernent en fait la catalyse. C'est ce que je vous dis, on peut développer des grandes surfaces, obtenir des catalyseurs recyclables pour le traitement des gaz en pétrochimie, et les aspects énergie, en particulier les batteries, les supercondensateurs, puisque en particulier les phosphures permettent de faire ce que je vous avais décrit dans la première leçon, des réactions de conversion très intéressantes au niveau énergétique, puisque ce sont des réactions qui permettent de mettre en jeu en fait 6 électrons. Hein. Donc, l'intérêt également de ces modes de synthèse par chimie, je dirais, par des méthodes ascendantes, c'est que lorsque vous faites la nanoparticule, vous avez forcément, pour protéger cet objet-là, des parties carbonées associées aux ligandes. Et lorsque vous conduisez de façon contrôler le traitement thermique, vous pouvez à la fois conserver, vous voyez, des particules de phosphore très bien cristallisées, bien définies, et une connectique de carbone qui permet finalement de créer un réseau de percolation pour écouler, je dirais, les charges électriques. Donc ça, ce sont des domaines qui vont être particulièrement intéressants à développer dans le futur. Alors, un domaine, je vous disais, catalyse. Pourquoi ces matériaux type nanophosphure sont intéressants pour la catalyse? C'est justement à cause de la façon dont la liaison chimique est générée dans ces systèmes. Il y a des transferts d'électrons, en fait, qui peuvent aller également du non-métal vers le métal, ce qui rend finalement les métaux un peu plus nobles. Et ce qui leur permet finalement d'être moins sensibles à toutes les réactions d'empoisonnement qu'on a avec des métaux classiques. Et donc ces matériaux à base de phosphore sont utilisés par exemple dans des réactions d'hydrotraitement, c'est-à-dire de traitement en fait de réduction finalement de systèmes oléphiliques au pétrolier qui contiennent des hétéroatomes qui sont des sources de pollution. Donc ça peut être de l'hydrodésulfuration ou de l'extraction d'azote ou d'halogène ou autre. Donc à nouveau, là, ce domaine est en fort développement et on peut imaginer, grâce à la synthèse de matériaux à l'échelle nanométrique, développer vraiment des nouveaux catalyseurs à partir en particulier de métaux qui soient moins coûteux et beaucoup plus sélectifs au niveau des réactions d'hydrogénation qui peuvent se faire à des températures plus basses. Alors, simplement un exemple, je reviens sur le travail de Sophie Karenko sur les phosphures. Vous voyez cette particule de Nu2P, donc elle peut être faite de façon très, très contrôlable, parfaitement cristalline, mais on peut également, c'est ce que je vous disais précédemment, également faire des cœurs couronnes où on va avoir la particule de phosphore de nickel à l'intérieur et une coque de taille ajustable de nickel métallique. Alors, lorsque l'on teste en fait ces systèmes pour certaines réactions catalytiques, en particulier l'hydrogénation des alcynes, on s'aperçoit que ces matériaux, ces nanomatériaux à base de phosphore sont très très fortement sélectifs. Donc juste un exemple, donc c'est la réduction d'un alcyne fonctionnel avec R1, R2 pouvant être à peu près n'importe quoi. Lorsque vous utilisez un catalyseur conventionnel, c'est-à-dire du nickel métallique, vous avez un fort taux de conversion, mais vous n'avez aucune sélectivité, vous allez directement à la formation de l'alcane. Dans exactement les mêmes conditions, même solvant, même pression, etc. Lorsque vous utilisez ces nanoparticules de phosphore, Ni2P, à ce moment-là, vous avez non seulement une conversion qui reste très forte, mais également une très forte sélectivité. Et ça peut être démontré sur un très grand nombre d'alcynes fonctionnelles. Alors la sélectivité en fonction du temps, vous la voyez ici. Pour le nickel, il n'y a pratiquement pas de sélectivité. Alors que clairement, pour le Ni2P, eh bien, vous avez une sélectivité qui est assez marquée. Et même pour les particules cœur couronne avec du nickel métallique qui est sans doute, parce qu'on n'a pas d'autres expériences, légèrement pollué en phosphore, vous avez également un début en fait, de sélectivité, et donc un début de contrôle de ce type de réaction.
Alors ça peut être fait sur un grand nombre d'alcynes, à la fois terminaux et internes. Bien entendu, au niveau des taux de conversion, à cause de l'encombrement stérique, en général, ce sont sur les alcynes terminaux que vous avez les taux de conversion les plus élevés, mais vous remarquez que les sélectivités sont très très fortes et loin d'être négligeables, même pour des systèmes, je dirais, relativement encombrés. Hein. Donc là, il y a vraiment des pistes à développer. Hein. Ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec le groupe d'Avellino Corma, qui est un groupe qui est mondialement connu au niveau de la catalyse. Alors évidemment, ces catalyseurs sont intéressants et stables parce qu'ils peuvent être également recyclés. Hein, c'est pas une manip. Alors si je veux conclure l'exposé d'aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que du côté des nanophosphures et nanoborures, ce sont des matériaux, vous avez vu que dans l'essentiel des publications un peu frappantes, ce sont les dernières années. Hein, ce sont les dernières années. Ce sont des matériaux qui sont, de mon point de vue, encore jeunes et très jeunes, en particulier lorsqu'on adresse en fait, des tailles vraiment à l'échelle nanométrique, 5-10 nanomètres. Quand je dis jeunes, je dirais que les phosphures un peu plus avancés sont un peu dans l'adolescence, alors que les borures, beaucoup plus dures, sont encore vraiment dans l'enfance. Alors, des voies de synthèse restent à optimiser, à explorer, ça c'est clair, et on s'y attache. En particulier, il faut aller absolument chercher des recherches qui pourraient permettre de développer des précurseurs de bore plus réactifs. Il faut arriver également à descendre les températures de réaction et de cristallisation, de telle façon à garder finalement des systèmes à la fois cristallisés et de petite taille. Ça, c'est intéressant pour la catalyse. Donc on peut espérer descendre ces températures de réaction en utilisant des catalyseurs. Je vous ai simplement souligné tout à l'heure les rôles un peu spécifiques dans les synthèses conventionnelles haute température du magnésium et de l'iode. Également des nouveaux solvants, également des nouveaux modes d'excitation. Donc ça, ce sont des recherches qui sont en cours. Il y a également un manque sur l'aspect exploration de mécanismes réactionnels, simplement parce que ces matériaux sont encore, je dirais, très jeunes. Et il y a vraiment également un besoin du côté de la modélisation. En particulier, explorer les alliages et les systèmes multiples métalliques, ça, ce sont vraiment des tâches auxquelles les collègues de l'équipe sont en train de s'atteler. Explorer également la thermodynamique à l'échelle nanoscopique. En particulier, vous avez vu sur ces phosphures, avec tous ces problèmes de ségrégation de phase, ces compétitions entre diffusion, réaction du phosphore, cristallisation, formation de cœur-couronne. Il y a toute une physico-chimie, une thermodynamique à comprendre et à bien analyser. Évidemment, ne pas négliger les matériaux amorphes, même si j'ai passé assez vite. Ce sont des matériaux qui, au niveau de la propriété, sont très intéressants, mais qui coûtent cher dans le sens où il faut vraiment passer beaucoup de temps sur les aspects de caractérisation si on veut vraiment être reproductible, et c'est très important. Alors, ces approches à l'échelle nanométrique, ça va permettre donc des mises en forme. Hein. Ce sont des aspects qu'il faut également travailler, en particulier en utilisant les objets à l'échelle colloïdale. Développer des propriétés électrochimiques, électriques, magnétiques, hein, propriétés catalytiques et mécaniques, bien entendu, ça c'est ce que l'on espère. Et à nouveau, l'analyse de la littérature montre que les développements sur les phosphures sont un petit peu plus avancés aujourd'hui que sur les borures. Et ça, à mon avis, c'est dû... c'est pas l'intérêt des matériaux, c'est la difficulté. C'est la difficulté, il y a quand même une échelle d'écart entre la difficulté à faire un phosphure, température de réaction 200-300 degrés, pas mal de malléabilité dans les précurseurs. Par contre, les borures, tout reste à faire. Alors, je voudrais simplement remercier, d'une part, les deux collègues, Sophie Karenko. Vous voyez, elle a une très belle vue du laboratoire à Berkeley où elle est en ce moment en postdoc. Donc il faut arriver quand même à se concentrer pour faire de la bonne science quand on a une vue sur le Golden Gate qui est de cette qualité-là. Donc il a beaucoup investi en collaboration donc, avec Nicolas Mazza et Cédric Boissière sur toute la partie phosphure. Et un grand nombre de résultats que je vous ai présentés aujourd'hui sont issus finalement du travail de thèse de Sophie. Remercie également David Porteau qui lui a initié est parti en Allemagne avec ce projet de synthèse de nanoborures. C'est un projet qu'il avait construit au laboratoire, il est parti avec, il a trouvé finalement les bonnes pistes pour justement réaliser les borures cristallisées que je vous ai montrées dernièrement. Donc là, c'est simplement un petit clin d'œil du côté de Berlin, puisque David
apprécie beaucoup la musique, mais pas forcément l'opéra. Mais j'ai choisi l'Opéra de Berlin, et ça, c'était le laboratoire au Max Planck de Potsdam, dans lequel il a initié finalement ses premiers travaux. Voilà, donc maintenant je voudrais simplement, avant de terminer ce cours, vous présenter le conférencier d'aujourd'hui, donc Benoît Dubertret, qui travaille donc à l'école, à l'ESPCI, hein, donc pas très loin, rue Vauquelin. Il est directeur de recherche au CNRS et il travaille depuis un bon moment maintenant sur justement des matériaux à base de chalcogénure. Et vous allez voir, dans ce qu'il va vous présenter, que sur ces objets à l'échelle nanométrique, le degré de raffinement et de connaissance de la chimie et de modulation de cette chimie est beaucoup plus mature que sur les phospures et les borures. Il y a eu beaucoup plus de travail et que vraiment, aujourd'hui, on en est à sculpter ces systèmes à l'atome près pour optimiser vraiment, par exemple, des propriétés qui sont les propriétés optiques. Alors, Benoît Dubertret a fait sa thèse, vous voyez, à l'université Louis Pasteur à Strasbourg. À l'époque, je ne pense pas que vous travailliez sur des problèmes optiques, hein, ça n'avait rien à voir, c'était la physico-chimie sur des systèmes cellulaires désordonnés. Ensuite, il a créé en fait ce groupe de recherche sur les nanomatériaux quantiques à l'ESPCI. Hein, donc avec des activités, je vous l'ai dit, fortement centrées vers la construction sur mesure de sondes fluorescentes pour l'imagerie. Et également, la construction sur mesure, ça veut dire qu'il faut faire de la chimie de qualité, de la physico-chimie de qualité. Donc Benoît a pratiquement une centaine de publications dans des très bons journaux et une bonne trentaine de conférences internationales invitées dans des grands colloques internationaux. Voilà, donc je vais arrêter là ma présentation. Et je vous remercie pour votre attention.